Députée du Vaucluse, Marion Maréchal-Le Pen a hésité un certain temps avant d'officialiser sa candidature au régional. Pensait-elle déjà aux dissensions qui sont depuis apparues entre les partisans de Marine Le Pen et ceux de Jean-Marie Le Pen? Imaginait-elle que l'ancien président du Front National menace de se présenter contre elle en PACA? Je l'avais en tout cas, semble-t-il, anticipé, puisque l'objet de ma réflexion était justement de m'assurer que la PACA ne serait pas un levier de conflit entre Jean-Marie Le Pen et notre mouvement, entre lui et la présidente. Il semblerait aujourd'hui que mes craintes étaient justifiées, et je n'étais d'ailleurs partie à l'époque que parce que j'avais eu l'assurance publique de la part de Jean-Marie Le Pen que je ne serais pas pris en otage, justement, lors de ces régionales. Je constate aujourd'hui que la situation a évolué, en contradiction d'ailleurs avec les propos qu'il a lui-même tenus dans son communiqué de presse. Je le regrette, j'espère que ça n'est que de l'esbrouffe. Pensez-vous que cette crise politico-familiale qui éclate en pleine campagne électorale puisse vous nuire, vous pénaliser? Moi je ne prends pas ça du tout à la légère, car je pense que si cela devait aboutir, même si je ne crois pas qu'on en soit là du tout, évidemment que ce serait nuisible pour notre combat, puisque c'est évidemment diviser les forces, c'est prêter le flanc à des échanges un peu guerriers, conflictuels, d'autant plus au sein d'une même famille qui honnêtement ne font pas l'honneur de la vie politique française. Donc j'espère à tout prix que cela sera évité, bien sûr. Christian Estrosi, votre concurrent tête de liste des Républicains, a demandé votre exclusion du FN après votre décision d'accueillir sur la liste des Alpes-Maritimes, en 5e position, l'ancien militant identitaire Philippe Vardon. Alors, 2 questions. Comment avez-vous réagi à la requête de Christian Estrosi? Et pourquoi avoir décidé de recruter sur votre liste le cofondateur du bloc identitaire dont d'anciennes photos remontent aujourd'hui à la surface, le montrant en train de faire le salut nazi? Alors, je n'ai pas réagi à la requête de Christian Estrosi. J'ai beaucoup ri, je dois vous dire, parce que je dois dire que Christian Estrosi me fait beaucoup rire depuis le début de cette campagne. Et il me demande aussi beaucoup de choses. Un coup, il veut que je sois candidate, un coup, il veut que je sois exclue. Enfin, il m'interpelle beaucoup par médias interposés. Je pense, malheureusement pour lui, que sa requête restera sans suite, puisque ce principe d'accueillir Philippe Vardon sur la liste a été voté dans le cadre de la Commission nationale d'investiture. Je n'étais pas seule, c'est donc quelque chose qui a été fait en concertation, bien sûr, avec la direction du Front National et les membres de cette commission. Donc je ne répondrai pas, car je crois très honnêtement que ça ne mérite pas cela. Je pense que Christian Estrosi ferait mieux de se soucier de l'exclusion au sein de ce propre mouvement d'un certain nombre de personnalités qui ont été condamnées devant la justice, parfois à répétition, et que l'on investit, réinvestit sans état d'âme au sein de son propre mouvement. Bref, passons là-dessus. Concernant Philippe Vardon, on parle beaucoup de réinsertion en France. Je pense que Philippe Vardon a une forme de réinsertion idéologique, c'est-à-dire qu'il n'aurait jamais pu faire de mon équipe à l'époque où il y a maintenant plusieurs décennies, il faut quand même le rappeler, il avait pu en effet entrer dans une voie que je ne partage pas du tout, même que je condamne. Je crois qu'il a beaucoup évolué, lui-même l'admet d'ailleurs, il le dit, il explique pourquoi il était parti dans cette tranche-là, voilà, c'était entre guillemets ce qu'il appelait lui-même un petit blanc de banlieue, dans une situation très précaire, avec une maman en difficulté sociale qui cumulait les emplois, et c'était un peu sa manière à lui de crier son malaise social. C'est quelqu'un qui, depuis, a largement changé, y compris sur le fond des idées. C'est quelqu'un qui, maintenant, est très axé sur le combat local, la défense de son territoire, de son identité, de ses valeurs, mais qui n'a strictement plus rien à voir avec ce qu'il a pu être à une époque. Donc, dans ces conditions, sachant que de surcroît, c'est un très bon militant, c'est quelqu'un qui a fait un score non négligeable au municipal, je pense qu'il a sa place dans le combat patriote. Et dans cette idée de rassemblement qui nous anime, en particulier dans le 06. Votre adversaire socialiste, Christophe Castaner, vous classe avec Christian Estrosi dans le camp de l'extrême droite. Alors, quel point commun pensez-vous avoir avec Christian Estrosi? Et est-ce que le terme d'extrême droite est pour vous tabou? Alors je vais commencer par la deuxième question, si vous me permettez. Je ne considère pas que le Front National, lui-même d'ailleurs l'ex-UMP, soit d'extrême droite. Pourquoi? Parce que l'extrême droite est un crachat un peu lancé comme ça par nos adversaires socialistes, ou même d'ailleurs de la droite dite républicaine, comme quelque chose de disqualifiant moralement, pas seulement politiquement. Or, l'extrême droite, ça répond à des critères de sciences politiques précis. On ne peut pas mettre n'importe quoi dans l'extrême droite au prétexte que ce sont des adversaires. Parmi ces critères reconnus, il y a l'antiparlementarisme, le totalitarisme et la doctrine basée sur la race. Sur ces 3 critères, le Front National ne répond strictement à aucun. L'antiparlementarisme, nous sommes au contraire pour redonner tout son pouvoir à la représentation nationale, nous sommes pour lui donner plus de légitimité, nous sommes pour la proportionnelle intégrale afin qu'il retrouve justement toute sa représentativité.
Le totalitarisme, nous sommes un parti qui défend le référendum sur les grands sujets de société, sur les réformes constitutionnelles. Nous sommes pour le référendum d'initiative populaire, donc c'est donc un procès assez surprenant. Et la doctrine basée sur la race, il suffit de lire les statuts du Front National pour voir qu'en aucun cas notre politique n'est basée sur l'origine ou sur la religion, mais simplement sur la défense de l'assimilation. Voilà, on défend tous les Français, on est pour la priorité nationale. La priorité nationale, je rappelle, c'est important que ça n'est pas quelque chose basé sur l'origine, c'est quelque chose basé sur la nationalité. Donc dans ces conditions, je ne suis pas d'extrême droite, et si le Front National était un parti extrême droite, je l'ai déjà dit, je n'en ferai pas partie. Dans ces conditions, je pense aussi que Christian Estrosi n'est pas d'extrême droite, si je peux me permettre de le défendre de ce point de vue-là, ni d'ailleurs l'UMP, enfin maintenant nouvellement républicain. En tout cas, je pense, ça dépend si on se base sur les dires ou sur les actes. Je crois que la particularité de Christian Estrosi, c'est que je crois qu'il ne pense pas grand-chose. Enfin, je le vois en tout cas dans ses actes. Et je crois que c'est d'ailleurs, on va dire, peut-être un avantage de campagne qu'il a sur moi, c'est qu'il est capable de dire tout et l'inverse de tout en 24 heures. Et il se distingue par la capacité à une surenchère médiatique, politique, dans les mots, qui, je crois, font la démonstration de la vacuité, justement, de ses convictions. Donc c'est vrai que si on s'en tient aux paroles, on peut de temps à autre en effet avoir des points communs. Je pense notamment à ses grandes déclarations sur la 5e colonne islamiste, qu'il a repris lui-même d'Émeric Choprade, des propos qui avaient fait polémique à l'époque. Mais si on s'en tient aux actes réels, même dans sa vie, les propos très durs qu'il a à l'égard de la lutte contre l'islamisme, lui-même au sein de sa propre mairie finance des associations en lien avec l'UOIF, qui sont eux-mêmes associés aux frères musulmans, qui sont considérés dans certains pays comme des groupuscules terroristes. Donc bon, voilà, tout ça est un peu contradictoire, ce qui fait que je pense dans les faits que j'ai assez peu de points de commun avec Christian Estrosi. Sur quelle priorité régionale orientez-vous votre campagne et placez-vous la sécurité, vous aussi, parmi ces priorités ? Alors ce qui est assez surprenant quand on regarde la gestion catastrophique, là-dessus il n'y a pas à tergiverser de socialistes depuis maintenant 17 ans au sein de la région PACA, c'est qu'aujourd'hui la région PACA est la 18e région en termes de part allouée au développement économique dans le budget. Ce qui est incroyable puisque le développement économique est justement censé être la compétence phare de la région. Et ce qui est critiquable, c'est qu'en fait la région s'éparpille, se disperse dans des actions très variées qui sont parfois très loin des compétences qui sont censées lui être attribuées. Elle fait du saupoudrage, du clientélisme même, il faut le dire, et donc dans ces conditions, elle s'avère totalement inefficace. C'est pourquoi je crois que le grand axe de notre campagne, au-delà bien sûr de la gestion en bon père de famille, dont on fait la démonstration dans nos mairies, c'est-à-dire évidemment tenter tant que faire se peut d'avoir une gestion rigoureuse qui ne part pas dans tous les sens, c'est redonner les priorités au budget, et en particulier, bien sûr, le développement économique, et l'amélioration du cadre de vie dans lequel se trouve en compétence phare l'aménagement du territoire et donc les transports et la route. Que proposez-vous comme solution en matière d'emploi dans cette région qui est très très touchée par le chômage ? Vous en parlez à l'instant. Oui, j'en parlais à l'instant, ça rentre dans le cadre du développement économique. Alors que les choses soient claires, la région, elle n'est pas là pour en soi créer des emplois, elle est là pour aider, accompagner, libérer la création d'emplois qui relève des Français. Donc moi je ne vais pas dire je vais créer des emplois, je vais dire à la limite la région c'est un partenaire pour vous aider à créer des emplois. Je pense que ce qui est certain, c'est que la création d'emplois, elle est liée aussi à un cadre de vie, on en parlait, il y a un certain nombre de territoires qui souffrent, ça n'est un secret pour personne, d'un enclavement, je pense notamment aux Alpes, qui leur est terriblement, qui a un handicap terrible pour elles en termes de développement économique, mais il y a aussi à revoir la façon dont on aide les entreprises aujourd'hui en PACA. Parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent, qui sont très flous, qui sont pareil, beaucoup de saupoudrage qui s'avèrent assez inefficaces, qui bénéficient la plupart du temps d'ailleurs aux gros et non pas aux TPE, PME, parce qu'eux ont les moyens humains et financiers d'aller chercher ces aides. Donc je crois qu'il va falloir démocratiser ces aides, les rendre plus accessibles et surtout les cibler sur les secteurs les plus fragiles, soit fragiles, soit d'avenir. Et je pense notamment à la recherche, évidemment à l'innovation, ou aux secteurs qui sont les plus en difficulté, et notamment l'agriculture, parce qu'ils sont en concurrence déloyale, on le voit aujourd'hui avec l'actualité des éleveurs. Quelle est votre position sur le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse destinée à désenclaver Nice ? Alors nous sommes en train de travailler là-dessus, donc je ne vais pas vous donner une réponse définitive. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que manifestement beaucoup de temps, d'énergie, d'études, d'argent a été consacré à ce projet, dont il semble qu'il ne soit pas en soi une révolution, parce que le gain de temps ne serait pas incroyable, et que beaucoup d'énergie médiatique, politique a été concentrée à cela, et n'a pas été en parallèle consacrée
au traitement de la gestion catastrophique aujourd'hui des TER en PACA. Donc tout le monde s'accorde à dire que c'est le très mauvais élève en termes d'arrivée à l'heure, d'entretien. Et c'est vrai que je crois qu'en tout cas au sein de notre programme, même si je vous donnerai notre réponse définitive en septembre à l'aboutissement de notre projet, vraisemblablement on va concentrer beaucoup d'énergie sur sortir de la spirale infernale des TER aujourd'hui qui est l'enfer des habitants de PACA. Qu'est-ce qui vous a conduit à préférer Marc-Étienne Lansade, maire de Cogolin, aux autres candidats pour conduire justement la liste du Front National dans le Var? C'est une bonne question, parce que honnêtement le Var est un vivier de cadres très compétents. J'ai l'embarras du choix, j'en suis ravie. C'est vrai qu'assez spontanément Frédéric Bocaletti, qui est secrétaire départemental, était tout à fait légitime. Et d'ailleurs, cette tête de liste lui a été proposée. Mais comme en parallèle, je lui ai demandé, il a eu la gentillesse d'accepter d'être mon directeur de campagne, il a lui-même préféré ne pas cumuler les deux fonctions, de peur de ne pas pouvoir les honorer efficacement. Et donc c'est vrai que j'ai proposé, soutenu la candidature de Marc-Étienne Lansade, qui je dois le dire a fait une quasi-unanimité, hein, il apparaissait légitime aux yeux de tout le monde, parce que c'est un jeune élu, il incarne bien cette idée de nouvelle génération, il vient du privé, c'est quelqu'un qui n'est pas un apparatchik de mouvement, il a réussi à se faire élire dans un secteur, je dois dire, très largement tenu par l'UMP, à faire sa place, il est reconnu, apprécié d'ailleurs par l'ensemble de la classe politique du Golfe, il a beaucoup d'idées. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'esprit d'initiative, et donc dans ces conditions, je trouvais qu'il allait apporter un petit coup de jeune, si on peut le mettre d'ailleurs en miroir des autres têtes de liste du Var qui sont été investies pour le socialiste et l'UMP. Vous êtes très jeune maman, jeune élu, ce qui alimente parfois les critiques de vos adversaires. Vous arrive-t-il d'avoir le tournis de penser que tout va peut-être un peu trop vite parfois ? Ça m'arrive, je ne vous dis pas que tout est facile et tout est évident, j'ai conscience moi-même d'ailleurs des limites qui sont les miennes, je les compense avec sérieux, puisque j'ai autour de moi une équipe dont je sais qu'elle sera parfaitement apte à gérer cet exécutif, sinon je ne m'y serais pas lancée car j'ai beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner, croyez-moi, mais je crois que c'est important aussi d'aller vite, parce que la situation de notre pays se dégrade très vite, la situation de nos collectivités se dégrade très vite, et si on veut pouvoir agir efficacement, eh bien, il faut, je crois, saisir toutes les occasions qui nous sont données de pouvoir faire la démonstration de notre compétence et surtout de rattraper, eh bien, évidemment, la gestion calamiteuse de ceux qui nous ont précédés.